Bienvenue au festival de Mediapart. Mediapart, c'est un journal sans papier ni frontières. Nous sommes du côté de l'hospitalité, de la société telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle bouge, telle qu'elle s'invente. Nous sommes du côté de ces phrases-ci qui s'adressent à un petit Français. Rien n'est à toi seul, Français. Rien n'est à toi en propre. À toi exclusivement. Tous les matériaux qui ont servi à bâtir, à construire leur civilisation, la civilisation française, tes aïeux les ont pris de toutes parts, de toutes mains, partout où ils les trouvaient, où ils les pouvaient prendre. Tu verras que pas un seul des grands événements de l'histoire de France, si marqués qu'ils paraissent au coin du génie français, n'a pu se produire sans avoir été du dehors, préparé, provoqué parfois, orienté en tout cas, et facilité par l'effort commun d'autres pays, d'autres peuples, d'autres nations. Et ce n'est pas une diminution, c'est un élargissement, la source d'une espérance. Nous sommes des sangs mêlés. Un livre d'histoire d'un des plus grands historiens français, Lucien Febvre. Bienvenue à l'échappée avec François Héran, le plus grand spécialiste français des questions d'immigration. Et nous allons faire une petite leçon scolaire à destination du monde politique français qui n'y connaît rien. Bienvenue à l'échappée. François Héran, bonjour. Et oui, bonjour. Bienvenue à l'échappée. Merci, quand on est introduit comme ça motive. Hein. Ah, très bien. Oui, mais vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle François Héran, qui dans ce livre, Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir, livre qui est paru juste avant que vous soyez élu professeur au Collège de France, après avoir été de très longues années à la direction de l'Institut national des études démographiques, l'INED, également à l'INSEE. Et là, pendant 7 ans, vous avez été au Collège de France, vous avez tenu la chaire Société et Migration, ou Migration et Société plutôt, et vous avez donné tout récemment votre leçon de clôture. Et dans ce livre, vous dites ceci sur... c'est la fin. Vous dites, moi je ne suis ni pour ni contre l'immigration. Pour ou contre l'immigration, notre débat public sera enfin adulte quand nous aurons dépassé ce stade, tant il est vrai que l'immigration est désormais une réalité permanente, au même titre que le vieillissement, l'expansion urbaine ou l'accélération des communications. Qu'on le veuille ou non, c'est une composante de la France parmi d'autres, un quart de sa population. Quel sens y aurait-il à approuver ou à désapprouver cet état de choses? Bien sûr, vous dites après, il y a des questions concrètes. Comment on vit, comment on travaille, comment on habite. Mais toutes ces questions, si fondamentales soient-elles, ne peuvent avoir pour réponse le rêve immature d'une société sans immigration en le réduisant ou la réduisant au strict minimum, dans l'ignorance des droits fondamentaux, comme si ces droits ne faisaient pas partie de notre héritage historique. Ni pour ni contre l'immigration, avec elle, tout simplement. C'est ça le résumé de votre chemin? Oui, j'ai écrit ça en 2017, effectivement, et bon, ça me semble toujours vrai. Alors, régulièrement, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais avec l'immigration, c'est forcément être pour ». Et je voudrais d'abord dire et rappeler que, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas faire sans. C'est complètement absurde de rêver d'une population française sans immigration. D'autant que, et c'est ça que j'ai rappelé dans ma leçon de clôture, que vous pouvez regarder en ligne sur le site du Collège de France, l'immigration progresse partout dans le monde. Voilà. Si vous prenez comme base l'an 2000, ben c'est simple, il y a à peu près 74% d'augmentation du nombre des immigrés à travers le monde. On doit ce chiffre... En 25 ans.
Hein? De 2000 à 2025. Voilà, de 2000 à 2024, la dernière année pour laquelle on a des chiffres. Et donc, augmentation de 74% dans le monde entier, ce sont les compilations de l'ONU. Je pense que c'est encore sous-estimé. Quand vous prenez les pays de l'Europe occidentale, ce qu'on appelle l'espace économique européen, que vous y ajoutez aussi la Grande-Bretagne, c'est plus de 100% d'augmentation, c'est-à-dire un doublement depuis 2000. Et alors la France, on en est aussi à une augmentation qui est forte, qui est sensible, mais qui n'est pas de 100%, qui est de 50%. Donc ça veut dire que oui, la migration progresse, oui, elle s'inscrit de plus en plus durablement dans notre réalité, c'est absolument clair, mais en même temps, nous ne sommes pas aux avant-postes, nous ne sommes pas débordés. C'est une phrase de Bruno Retailleau, « Trop c'est trop, nous sommes débordés hein ». C'est une des premières phrases qu'il a prononcées après sa nomination comme ministre de l'Intérieur. Ben non, par rapport au reste de l'Europe, on est très très loin d'avoir pris notre part, que ce soit pour l'immigration en général et plus particulièrement pour les demandeurs d'asile, c'est tout à fait clair. Alors l'idée qu'on pourrait réduire drastiquement, hein, c'est le programme, c'est ce que promet la droite, l'extrême droite, n'en parlons pas, elle veut même abolir rétrospectivement l'immigration en décrétant la rémigration, ce qui est complètement... Mais vouloir la réduire drastiquement, qu'est-ce que ça veut dire en bon français? La diviser par 2, par 3, alors qu'il y a une poussée mondiale, qu'il y a une poussée européenne dans tout le monde occidental. Les gens qui racontent ça sont des marchands d'illusions, vraiment. Et lorsque, par exemple, Retailleau dit « Ah, mais moi, je discute avec mes collègues allemands, avec mes collègues anglais, danois, c'est des hommes de gauche, ils ont compris qu'il faut réduire l'immigration. » Mais réfléchissons 2 secondes. Si tous ces gens-là se mettent d'accord ensemble pour réduire l'immigration, où est-ce qu'elle ira? Où iront les flux migratoires? En réalité, chacun espère qu'ils iront chez le voisin. Hein, ce qui évidemment est totalement absurde. Donc voilà un peu un des éléments de ma réflexion depuis ces dernières années. Alors, dans votre leçon de clôture au Collège de France, où il y avait beaucoup d'officiels hein, en tout genre, académiques, mais aussi de la haute administration, vous avez dit à un moment, après un long développement sur lequel je vais vous demander de revenir, vous avez dit « ma cause est désespérée ». Parce qu'en fait, vous avez pris au mot ce monsieur Retailleau, les bêtises qu'il raconte. Trop, c'est trop. Mon souhait, c'est que la France ne soit pas plus attractive en matière d'immigration, que dans les pays d'Europe, elle revienne au milieu du tableau. Nous sommes débordés. Plus de 550 000 étrangers arrivés sur le territoire français, l'équivalent de la ville de Lyon. On ne peut plus se le permettre. Et vous avez démontré que ce bonhomme, qui est ministre de l'Intérieur, qui se voit président de la République, eh bien, il raconte n'importe quoi. Et vous l'avez démontré, non pas par conviction, vous vous dites, ce sont mes recherches qui dictent mes convictions. C'est-à-dire, c'est les faits. Et vous avez, on les montrera dans le montage de l'émission, vous avez fait passer plusieurs tableaux qui démontrent tout ce qu'il vient de dire, 0 pointé, collé. Il passe pas le bac. On va pas effectivement passer tous ces échanges dans la question des chiffres, mais pourquoi je m'intéresse aux chiffres? D'abord parce que dans le débat public actuellement, les politiques utilisent énormément les arguments chiffrés. Trop, c'est un argument chiffré déjà, hein, sous une forme évidemment minimale. Bon. Voilà, nous sommes débordés, c'est déjà un argument chiffré. Mais alors, Retailleau se donne des petits airs d'expert. Il dit, voyez, il y a 550 000 nouveaux étrangers qui entrent chaque année en France. Alors, il fait des doubles comptes, hein, parce que les demandeurs d'asile les ajoutent au titre de séjour, alors que les demandeurs d'asile, à 40%, obtiendront des titres plus tard. Donc, bon, je n'insiste pas là-dessus. Là, il serait collé en maths, disons, pas seulement en démographie. Il fait des doubles comptes qu'aucun statisticien sérieux ne pourrait faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise plusieurs procédés. Par exemple, un procédé de passe-passe, tour de passe-passe, ça consiste à dire 550 000 nouveaux étrangers chaque année. Vous vous rendez compte, c'est la ville de Lyon. Alors la ville de Lyon, ça correspond à une réalité familière. Hein. Toute la ville de Lyon, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'imaginer. Oui, mais le problème, c'est que c'est quoi la ville de Lyon par rapport à l'ensemble de la population française? Sur 68 millions d'habitants, ben, c'est 1/130e.
Il y a 130 fois la ville de Lyon dans la population de la France. Donc dire c'est la ville de Lyon qui nous tombe dessus chaque année, ça veut dire qu'il y a un 130e, c'est-à-dire même pas 1%, donc en fait 0,8% d'accroissement de la population chaque année dû aux nouveaux titres. Je rappelle qu'il y a aussi des immigrés qui partent, et il y en a même qui décèdent. Donc ça n'est que les entrées, ça. Bon, alors ça impressionne à bon compte, et c'est pour ça que je faisais cette comparaison. C'est comme si un démographe disait « Ah, vous vous rendez compte, chaque année en France, il y a l'équivalent de l'agglomération nantaise qui meurt. » Oh, c'est effrayant, hein, l'équivalent de l'agglomération nantaise qui meurt chaque année, c'est vraiment... Bon, aucun démographe sérieux ne raconterait une chose pareille. Ce sont des proportions, ce sont des pourcentages qu'il faut vraiment utiliser. Mais dans le débat public, je suis très frappé de voir, et je lutte contre ça depuis des années, et c'est là que ma cause est désespérée. Dans le débat public, on manie beaucoup les chiffres absolus. 550 000, c'est énorme. Hein. On manie les... Mais c'est faux. Voilà. Mais 550 000, en plus, c'est plutôt 450 000, mais peu importe. Mais en plus, le chiffre absolu, ça ne veut rien dire. Hein. Et je rappelle toujours qu'il faut rapporter les chiffres à l'ensemble de la population. C'est des proportions. Alors on me dit, oh là là, François, mais ce que tu fais là, c'est trop compliqué. La standardisation statistique, la normalisation, bon, on ne peut pas faire ça, les gens n'y comprennent rien. Eh bien, je rappelle que dans la vie quotidienne, tous les consommateurs que nous sommes, nous passons notre temps à comparer, par exemple, la teneur en sucre de 2 paquets de tailles différentes pour 100 grammes, que nous comparons les prix de 2 appartements ou de 2 locations au mètre carré, que, chose incroyable, nous achetons des choses au kilo, les prix sont fixés au kilo. Nous passons notre temps dans la consommation quotidienne à normaliser la comparaison. Et on l'a fait aussi pour le Covid. Je rappelle que les journaux nous ont donné des leçons statistiques. Chaque année, on mesurait la progression, le nombre de nouveaux cas pour 10 000 habitants, etc. Enfin, on faisait des calculs de ce genre. Quand on prend soin de regarder quelles sont les proportions de nouveaux demandeurs d'asile, par exemple, qu'on accueille, ça change complètement tous les classements européens. Je viens encore de lire récemment une étude sur la ruée des Afghans vers l'Europe. Hein. C'est Fondapol et d'autres organisations. Bon. Mais oui, seulement il faudrait rappeler que la France, par rapport à sa population, a accueilli 3 fois moins d'Afghans que l'Allemagne. 3 fois moins. Hein. Et il n'y a pas 3 fois plus d'attentats en Allemagne qu'en France. Hein. Je rappelle ça au passage, il n'y a pas de corrélation. Donc, quand on regarde quelle est la proportion simplement d'immigrés dans la population, combien y a-t-il d'immigrés dans la population ? 12 à 14% en fonction du mode de définition, c'est un détail. La première génération, et au total, un Français sur 4. Toute personne qui est née dans un pays A et qui vit durablement dans un pays B, c'est la définition de la migration par l'ONU. Bon. Eh bien, nous sommes au 15e rang en Europe, ou 17e rang. Très très bas. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que ces chiffres de comparaison internationale, ils sont repris chaque année dans le rapport du ministère de l'Intérieur. Le pourcentage, n'est-ce pas, l'histoire de la ville de Lyon, c'est-à-dire 0,5 ou 0,6% de surcroît de population chaque année, c'est publié par le ministère de l'Intérieur dans son rapport annuel. Ce qui veut dire que Retailleau ne lit même pas les publications de sa propre administration. Et là, évidemment, c'est pour ça qu'à un moment dans la leçon, j'ai posé la question, est-ce qu'il lit les chiffres? Est-ce qu'il sait les lire? Bon, je pense qu'en réalité, il est moins ignorant sans doute qu'il ne veut le faire croire. Et il y a un épisode qui m'a beaucoup frappé. Un journaliste de France 2 lui citait des extraits d'un rapport de la Cour des comptes qui montrait que la France faisait beaucoup trop d'OQTF et que c'était une des raisons pour lesquelles il y avait un taux d'exécution si faible. Et alors il répond « Je m'inscris en faux, je m'inscris en faux. C'est un magistrat de la Cour des comptes qui a écrit ça. » Or, Retailleau sait parfaitement que le travail de la Cour des comptes, c'est un travail collégial, que les enquêtes sont collégiales, que la rédaction des rapports est collégiale, qu'il y a un vote final de la Cour des comptes pour approuver les textes. Il sait tout cela, mais il sait que les Français ne le savent pas et il en profite.
Mais votre conférence de clôture donc de ces années d'enseignement, je rappelle, le Collège de France, c'est vraiment un lieu d'immense liberté intellectuelle. On est élu par ses pairs, c'est très indépendant du pouvoir politique. Et vous avez intitulé, sur la question de l'immigration, le savant et le politique. Je vous écoute, vous montrez le zéro pointé, hein, la démagogie, le cynisme, la manipulation des chiffres servant à nier la réalité de notre peuple, ce que j'ai cité au tout début. Hein, on est un creuset, on est fait de cette histoire. Et vous avez écrit avant, en dehors du gros livre que je viens de montrer, des livres très pédagogiques comme celui-là, Le temps des immigrés, Immigration, le grand déni. On pourrait dire presque comme des petits manuels à destination de ces politiques. Le dernier, le grand déni, c'était au moment du débat, en plein débat sur la loi Darmanin, hein, un autre visage, ou l'un des autres visages de notre folie actuelle. Et donc, ma question, c'est, vous avez beau faire toute cette pédagogie, nous on l'entend, nous on la partage, nous on la répercute, ça va dans le sens de notre propre travail, parce que votre conférence, Le savant et le politique, fait référence à un texte canonique d'un sociologue, Max Weber, dans lequel il y a un éloge du bon journalisme. Le journalisme qui ne se contente pas de l'opinion, qui travaille les faits, qui enquête. Et il s'adresse d'ailleurs à ses collègues intellectuels. Il dit, mais détrompez-vous, hein, quand le journalisme est bien fait, c'est vraiment difficile, hein, c'est du boulot. Hein. Il ne faut jamais oublier ça par rapport à parfois des critiques extérieures au métier de journalisme. Mais du coup, on est du côté des faits, on est du côté de cette réalité. Et on a aujourd'hui, médiatiquement, et avec un écho immense, une politique qui est dans la négation des faits, qui est dans la vérité alternative. Comment faire par rapport à, je dirais, cette forme de défaite intellectuelle que nous vivons ? Alors, je suis contre l'idée que la bataille culturelle serait nécessairement perdue, même si je vois la sphère Bolloré s'étendre de plus en plus et me caricaturer, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Bon, en même temps, je suis frappé de voir quand même un certain nombre de mes arguments, comme par exemple celui que je viens de vous dire sur l'usage des chiffres proportionnels, je le retrouve quand même de temps en temps dans la presse. Dans les débats parlementaires, je retrouve les échos de certains de mes arguments. Je ne surestime pas du tout mon influence. Je sais parfaitement que par rapport à une soirée de C8 qui rassemble 2 millions d'auditeurs, les 10... CNews maintenant. Ou CNews, oui, voilà. Passé à la trappe. Oui, c'est ça. Mais ça continue. Hein. Mais que les, je sais pas, les 10 000 exemplaires peut-être de mon dernier bouquin ne pèsent pas lourd. Mais cela dit, j'ai quand même eu l'occasion lors du dernier débat sur la loi migration d'exposer mes données, ma vision des choses à peut-être, si je fais la somme de toutes les invitations que j'ai reçues, une soixantaine de parlementaires, députés ou sénateurs. Donc, bon, ça pèse quand même un peu, et je ne suis pas seul, évidemment. Je ne suis pas seul. Il y a autour de moi un institut des migrations qui travaille, qui fait beaucoup de choses. Donc, voilà. Mais je pense que ce qui jouerait un rôle, parce que souvent, quand je suis invité par un journaliste, on me dit, vous savez, vous allez évoquer les chiffres, un peu planter le décor, puis après, on passera au débat politique. Le démographe, juste pour planter le décor. Alors je commence à expliquer un petit peu les réalités, ce que représente la migration, mais très vite, souvent, je n'ai même pas fait ma deuxième phrase, ma troisième phrase, oui, mais l'opinion publique. Et ça, c'est le grand problème, c'est le rôle formidable des sondages d'opinion. Et c'est une chose sur laquelle je réfléchis de plus en plus, en accord avec les bons sociologues qui font de bonnes enquêtes. Je pense à l'enquête de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et en fait, quand on pose des questions simplistes, on a des réponses simplistes. Quand on pose des questions circonstanciées, on a des réponses circonstanciées. Et je vous donne un exemple. En France, actuellement, mais c'est à peu près vrai dans tous les pays d'Europe, quelle que soit la proportion d'immigrés, il y a à peu près les 2/3 de la population qui, lorsqu'on leur demande « Pensez-vous qu'il y a trop d'immigrés ?», disent « Ah oui, il y en a trop ». Donc l'autre est de trop, c'est la première pensée, c'est la pensée immédiate. Et après, si on pose la question, comme l'ont fait certains instituts de sondage anglais, oui, il y en a trop, mais où ? Il y en a trop dans le transport, dans le nettoyage, dans la protection, dans l'aide aux personnes, dites-moi où il y en a trop. Et là, je me retrouve exactement dans la même situation que pour la suppression des fonctionnaires. Il y a trop de fonctionnaires,
Ah ben oui, mais où est-ce qu'il y en a trop? Dites-moi, dans l'éducation, dans la police, dans la santé, etc. Et là, tout de suite, les perceptions changent. Donc je pense que l'opinion publique, en réalité, quand on la met devant des réalités concrètes qu'elle connaît beaucoup mieux qu'on ne croit, échappe à toutes ces simplifications. Et puis, le rapport à l'opinion publique, on peut revenir à M. Retailleau. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi, dans certains cas, il faut absolument écouter l'opinion publique. Et dans d'autres cas, surtout pas. Je pense par exemple au dossier des retraites. Je pense par exemple au dossier de la fin de vie, où le même personnage peut dire non, non, il ne faut surtout pas suivre l'opinion publique, mais sur l'immigration, là, il faut la suivre. Les Français nous le demandent. Quand est-ce qu'il faut agir de la façon que les Français nous le demandent, soi-disant, ou pas? C'est un grand mystère que peut-être vous, Edoui Plenel, vous êtes capable de résoudre. Alors, dans votre conférence, vous aviez prévu, vous n'avez pas eu le temps de le montrer, donc on en a l'exclusivité, avec un collègue, un nuage de mots sur la décadence, j'allais dire, de Emmanuel Macron sur ce sujet, lui qui se prétend un peu monsieur je sais tout. Alors le Macron première manière sur l'immigration, injustice, mémoire, intégration, détresse, inquiétude, asile, etc. Le Macron deuxième manière, les gros mots, c'est en taille, hein, illégal, frontières, réseau, criminalité, délinquance. Oui, alors j'explique de quoi il s'agit. C'est un chercheur spécialisé dans l'analyse des discours qui s'appelle Damon Mayafre, quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'avais invité à un de mes séminaires au Collège de France. Et ça fait des années qu'il étudie tous les discours des hommes politiques. Il arrive à récupérer l'ensemble des discours des présidents de la République. Et il étudie les associations entre les mots. Il fait ce qu'on appelle un nuage de mots, mais avec notamment des indices spéciaux. Si on prend le mot immigration, quels sont les mots les plus spécifiquement attachés à l'immigration qui, voilà, dans un certain contexte qu'on peut définir, sont associés le plus souvent à l'immigration. Et il a comparé ces nuages des associations au mot immigration, effectivement, entre le premier quinquennat et le deuxième quinquennat. Et ce nuage s'assombrit terriblement d'une période à l'autre. Et c'est vrai qu'il y a là une très grande question. La fameuse bataille culturelle dont on parle, est-ce que vous avez le souvenir d'un seul discours du président de la République ou d'un ministre qui valorise l'immigration, qui en parle positivement? Alors oui, il y a eu une petite fenêtre exceptionnelle durant la crise du Covid. Là, pendant... On s'est souvenu qu'en Seine-Saint-Denis, il y avait des gens qui aidaient. Pendant 15 jours, on s'est dit, mais tiens, il joue quand même un rôle crucial, comme disait la Commission européenne, essentiel, hein, dans les métiers essentiels. C'est vrai que sans eux, la société pourrait difficilement se nourrir, se déplacer, se soigner, se protéger, etc., etc. Ça a duré 15 jours, et pendant 15 jours, Marlène Schiappa, vous vous souvenez tous de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa avait envoyé au préfet une circulaire. Une circulaire, c'est juste une recommandation. Dans la loi, ça ne change pas la loi, c'est juste une recommandation sur la façon de l'appliquer. Et elle avait dit au préfet, écoutez, il est prévu que les dossiers de naturalisation, on peut les accélérer pour des gens qui ont rendu de signaler service à la nation. C'est la formule utilisée. Donc, considérez que si on a joué un rôle essentiel pour suivre la vie quotidienne de la nation pendant la crise du Covid, c'est une contribution essentielle qui permettrait d'accélérer le dossier de naturalisation. C'est tout ce qu'on ne sait même pas quel est le bilan de tout ça. Des chiffres ont été cités qui sont très difficiles évidemment à vérifier. Et c'est tout ce qu'on a eu. Donc on n'a jamais eu la grande interview, la grande conférence de presse. On a eu une pédagogie extraordinaire sur les retraites, souvenez-vous par exemple. On n'a jamais eu l'équivalent sur l'immigration. Et il ne faut pas s'étonner qu'à ce moment-là, effectivement, le discours dominant soit ce qu'il est en ce moment. Mais c'est vraiment l'interrogation en relisant, pour préparer cette rencontre, tous vos travaux. C'est comment on a aujourd'hui un débat public et un monde politique qui se prétend sachant, il n'y a qu'à voir le côté péremptoire d'Emmanuel Macron dans ses interventions, qui se révèle ignare.
par exemple, sur les questions, on a parlé des chiffres, on a montré que c'est pas vrai, il n'y a pas une subversion, une invasion, etc., tout ce que vous avez raconté. Mais même sur la question de l'intégration, comment ça se passe? Vous avez préfacé et animé, puisque c'est l'INED quand vous le dirigiez, un événement. Mediapart en a rendu compte avec celle qui est aujourd'hui la patronne de Mediapart, la directrice et présidente de Mediapart, Karine Fouteau. C'était une enquête sans précédent. Trajectoire et origine, dans votre jargon T et O, enquête sur la diversité des populations en France. C'est gros, mais c'est formidable. C'est combien cette diversité est une richesse, combien elle crée une dynamique, combien les derniers arrivants sont beaucoup plus intéressés à la politique que les précédents, au débat public, etc. Leur niveau d'éducation monte. Leur niveau d'éducation monte aussi avec le temps. Alors, cette enquête, Théo, Trajectoire et Origine, là vous citez la première édition qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années maintenant, et puis elle a été rééditée. Et j'explique quand même que c'est une opération conjointe entre la statistique publique, c'est-à-dire l'INSEE, le vaisseau amiral de la statistique en France, et l'INED, qui est la recherche publique. Donc, recherche publique. Le recensement public de la population, Alors, le recensement, c'est l'INSEE, oui. Et les études démographiques, c'est l'INED. Voilà. L'INED, c'est la recherche, et l'INSEE, c'est la statistique publique. Bon. Ces deux organismes se sont alliés. J'ai joué un très grand rôle dans cette alliance, hein, évidemment, pour faire cette enquête Théo, Trajectoire et Origine. 20 000 personnes immigrées ou issues de l'immigration. Alors, un des résultats fondamentaux qui a été renouvelé dans la dernière enquête, on a eu l'autorisation exceptionnelle de la Commission informatique et liberté de poser des questions non seulement sur le pays de naissance des parents, ça existe dans les grandes enquêtes de l'INSEE depuis 2003, mais aussi des questions sur les pays de naissance des grands-parents. Et c'est ce résultat qui a été publié. Et à peu près 31% de la population adulte vivant en France est soit, il faut bien comprendre ce que veut dire ce 31%, et il y a l'immigration sur 3 générations, c'est-à-dire est soit immigré, soit né de 1 ou 2 parents immigrés, soit de 1, 2, 3 ou 4 grands-parents immigrés. Vous faites la somme de tout ça, c'est quasiment un tiers de la population. Et donc, quand vous vous demandez, vous savez, les fameuses pseudo-études sur le coût de l'immigration qui prétendent compter les générations 2e, voire 3e, font cette chose totalement absurde qui consiste à essayer de savoir ce que coûte un quart ou un tiers de la population aux 3 quarts ou aux 2 tiers restants. Ça n'a aucun sens intellectuellement. Mais ce qui est très important aussi dans cette même enquête, c'est que quand vous essayez de voir quelle est la part de la population qui a ces 4 grands-parents immigrés, ça n'est plus 31%, c'est 5%. Il n'y a pas de contradiction, ça veut dire que dans l'intervalle, d'une génération à l'autre, eh bien, les populations se sont mélangées, il y a des unions mixtes, il y a un brassage. Oh, il n'est pas facile dès la première génération, mais il est déjà très important à la seconde et encore plus à la 3e. Et alors, je me souviens de la façon dont le Figaro avait rendu compte de cette enquête. Il y avait 2 observations complètement différentes. Il y avait le journaliste de base qui publie le compte-rendu de l'enquête à l'intérieur du journal. Il avait assisté à la conférence de presse de l'INSEE, il avait compris, et il explique très bien la différence qu'il y a entre les 31% de personnes liées à l'immigration sur 3 générations et les 5% qui ont leurs 4 grands-parents immigrés. Mais en couverture, vous aviez l'éditorial de M. Trémollet, de je ne sais plus qui disait « Vous vous rendez compte ? 31% de la population française est liée à l'immigration. Mais où va-t-on? Que fait le gouvernement? Il est urgent de voter des lois pour stopper ce phénomène. » Et là, je trouvais qu'il y avait... Oui, vous avez évoqué ce décalage entre les bons journalistes et les mauvais journalistes, et aussi ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas. Et je voudrais quand même profiter de l'Assemblée qui est ici pour citer un petit souvenir que j'ai évoqué tout à l'heure. Mon premier livre... celui-là, Le temps des immigrés. J'ai été interviewé peut-être par 11 ou 12 journalistes. Et il y en a 2 dont je suis sûr qu'ils ont vraiment lu le livre de bout en bout, qui ne sont pas contentés de poser des questions sur les premières pages ou sur la conclusion. Il y en avait 2, et l'un des 2, c'était Edoui Plenel.
Alors, c'est bien que vous permettez une transition formidable parce que vous avez cité le Figaro. Et alors, vous avez beaucoup fait rire votre assemblée doctes du Collège de France parce que on est habitué à avoir toutes sortes de campagnes qui nous calomnient, qui nous essayent de nous rabaisser dans la passion de l'opinion. Et vous contentez pas, le chien aboie, la caravane passe, vous les prenez au collet. Et donc, dans ce lieu tout à fait académique, vous vous êtes intéressé à un article du Figaro, dans lequel vous êtes en bonne compagnie, puisqu'il est Figaro Magazine, mais c'est un journaliste qui est dans le quotidien comme dans le magazine. Alors, ça s'appelle « De Apathie à Plenel, en passant par Rousseau, l'abécédaire des woke français ». Du wokisme français. Alors, eh bien, François Héran y est. Il est woke. Et alors, vous avez ce titre abécédaire du wokisme français, oui. Non, mais de qui à qui de Apathie à Plenel en passant par Rousseau, c'est pas dans l'ordre alphabétique. C'est même pas l'ordre alphabétique, en fait. Oui, c'est pas Jean-Jacques, hein, c'est Sandrine. Hein. Oui. Non, mais je pense que Jean-Jacques était woke lui aussi. Hein. Et j'ai même, dans ma leçon, parce que vous savez, il y a toute une littérature contre les ONG, contre les humanitaires qui sont ici, comme SOS Méditerranée, contre la bienfaisance, contre la sollicitude, contre etc. Et alors, j'avais relevé dans un de mes cours toutes les diatribes contre la parabole du bon samaritain. Vous savez, la parabole du bon samaritain, c'est un homme allait de Jérusalem à Jéricho, il est attaqué par des voleurs, il est laissé pour mort, et puis il y a de hauts personnages qui passent et qui le laissent de côté. Un prêtre qui l'ignore, oui. Un deuxième religieux qui l'ignore, et arrive justement un samaritain. Les samaritains, c'était des étrangers de l'intérieur, hein, c'était des quasiment étrangers qui s'en occupent, l'emmènent à l'auberge, le soignent, etc. Bon, eh bien, il existe toute littérature, notamment publiée dans les tribunes du Figaro, pour expliquer que la parabole du bon samaritain, ça ne vaut pas pour l'État, ça vaut uniquement pour les chrétiens. Ça ne vaut même pas pour les chrétiens ordinaires, ça vaut que pour les saints, et certains disent en fait ça ne vaut que pour le Christ lui-même. Donc il y a toute une littérature contre la parabole du bon samaritain, et j'expliquais dans ma leçon que cette parabole qui quand même a guidé le pape François, hein, on peut penser ce qu'on veut du pape François, mais sur cette question-là il a été formidablement courageux et clair, eh bien la parabole du bon samaritain existe uniquement chez Saint Luc. Des 4 évangélistes, c'est le seul qui donne la parabole du bon samaritain. C'est une création de Saint Luc, enfin de la communauté représentée par Saint Luc. Et donc, j'en arrive à la conclusion que Saint Luc, qui est d'ailleurs l'évangéliste qui s'occupe le plus des femmes, des enfants, des handicapés, des étrangers et même des collecteurs d'impôts, qui étaient mal vus à l'époque, eh bien que Saint Luc était certainement un évangéliste woke. Il était intersectionnel. Et dans votre leçon, vous dites d'ailleurs, peut-être que Jésus-Christ lui-même était woke, voilà, parce que voilà, il était révolutionnaire hein, avant que l'Église se rallie à l'État. Et alors, c'est intéressant parce que dans cet article du Figaro, et vous revendiquez cette description par le Figaro Magazine, un démographe qui fait rimer science avec morale, version ONG. Alors, la science et la morale, justement. Mais il y a vous savez, il y a une idée qui est de plus en plus forte. Autrefois, la droite classique, elle était très moralisante. Elle aimait beaucoup la morale. Et maintenant, quand vous lisez un petit peu les éditorialistes qui participent à cette fameuse bataille culturelle, il y a un thème consistant à dire, oui, mais il ne faut pas faire de morale, il faut faire de la politique. Les états d'âme, tout ça, la charité, les belles âmes, les dames patronesses, tous ces gens qui s'intéressent au sort des immigrés, c'est de la morale, il faut faire de la politique. Et donc pour ces gens-là, fermer les frontières, c'est de la politique, ouvrir les frontières, c'est de la morale. Moi, bêtement, je pense que les deux opérations sont à la fois politiques et morales. Hein. Et ces gens qui prétendent ne pas faire de morale, en fait, ont leur propre morale, bien entendu.
Ceux qui, soi-disant, ne font pas de politique, mais s'intéressent au prochain ou à l'autre, ou à qu'on prenne la version chrétienne ou laïque, ou peu importe, hein, ont aussi leur politique. Le pape François faisait de la politique. Voilà, bon, c'est comme ça. Et c'est bien ce qui lui était reproché. Le pape François, c'est ce fameux grand discours hein, à Lampedusa. Oui. Qu'as-tu fait de ton frère? Oui, et sur l'indifférence, la mondialisation de l'indifférence, c'est quand même une formule assez forte. Voilà. Bon, je ne suis pas spécialement croyant, mais je trouve que là, quand même, il y avait un témoignage très, très fort. Et vous n'imaginez pas la haine qui a été développée à l'encontre du pape François dans tous les secteurs de droite et d'extrême droite. Et alors, je vous cite une anecdote, parce que je pense qu'il faut aussi rire de tous ces sujets. De temps en temps, ben, comme vous, hein, on reçoit des lettres, des menaces de mort, voilà, on te réglera ton compte, je sais pas quoi, le comité Charles Martel te retrouvera, voilà. Et un jour, j'ai reçu une lettre extraordinaire. C'était quelqu'un qui avait découpé des caractères dans les journaux, vous savez, comme dans les romans policiers. Il avait pris le temps. Il avait collé tout ça, il avait fait ses phrases, puis il avait photographié le tout pour qu'on ne relève pas l'ADN. Vous voyez, donc quelqu'un qui avait regardé sans doute les séries attentivement. Et le texte, c'était François, entre parenthèses, prénom maudit. Et j'ai compris que ce prénom maudit m'associait au pape. Je souhaite que tu ailles à la cathédrale Notre-Dame de Paris et qu'une poutre tombe de la voûte et te fracasse le crâne. Alors c'était une façon de dire il faut que je meure par là où j'ai péché. Enfin voilà. Bon, c'est un des messages les plus gentils que j'ai reçus. Hein. Ils ne sont pas tous de cette eau-là. Mais c'est vrai que l'ampleur des haines suscitées par ce sujet et dépasse l'imagination. La quête du bouc émissaire, hein, puisque c'est comme ça que l'extrême droite est revenue dans le paysage politique hein, depuis un demi-siècle. Elle s'attaque à l'égalité en faisant levier, évidemment, de la désignation de l'autre, de l'étranger, de l'immigré, du réfugié, et ainsi de suite. Mais dans ce livre-là, qu'il faut vraiment relire, parce que il rappelle comment, au fond, on comprend comment on en est arrivé là, puisqu'on piétine hein, depuis des années. On est obligé. L'enseignement, c'est la répétition. Il faudrait tous les mettre là, à votre place, là, tous les politiques, pour qu'ils étudient et qu'ils travaillent. Mais dans ce livre-là, ce que vous montrez, c'est quand même celui qui a vraiment fait sauter les digues. Et j'y pensais en vous écoutant, c'est Nicolas Sarkozy, un client qu'on connaît bien à Mediapart. Et dont d'ailleurs un autre client qui est associé à lui dans l'affaire libyenne, Brice Hortefeux, a tenu le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Eh bien, ce Sarkozy, à cette époque-là, vous vous en souvenez peut-être, il fait un meeting où il dit « ras-le-bol de la dictature des bons sentiments ». Et en fait, si on le prend au mot, ça veut dire qu'il appelle de ses voeux, et on y est, hein, avec une bonne partie de la dégueulasserie médiatique, eh bien, il faut une démocratie des mauvais sentiments. Oui, alors là, c'est un peu, je dirais, tout le côté nietzschéen, toute l'influence de Nietzsche. Hein. Vous savez, il y a deux... Nihiliste. Voilà. Il y a deux généalogies de la morale, disait Nietzsche. Il y a la morale chrétienne, qui est le ressentiment contre les puissants, contre les dominants, et qui appelle bon tout ce qui est faible et méchant tout ce qui est dominant. Et puis, il y a la morale première, la morale aristocratique, la morale des forts, ceux qui ne connaissent que les rapports de force. C'est ça la vraie morale. Et le renversement de Nietzsche a été terrible. Il a eu des effets directs et indirects considérables. Et je suis très frappé de voir comment, par exemple, l'idée qu'il faut une morale de responsabilité, pas une morale de conviction, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire de la politique et pas de la morale, est une façon, pour beaucoup d'hommes politiques, on apprend ça à Sciences Po, hein, c'est une façon de donner un quitus moral à tous ceux qui vous disent il faut agir sans état d'âme, arrêtons de nous embarrasser de toutes ces conciliations caritatives et autres. Ça, c'est un thème très important sur lequel je vais essayer de travailler de plus en plus, mais vous avez raison, Sarkozy est un exemple, une illustration un peu incandescente de cette façon de voir. Au fond, c'est cette politique qui dit la fin justifie les moyens.
Alors que nous sommes du côté de ceux qui pensent que ce sont les moyens qui déterminent les fins. Oui, oui, tout à fait. Oui, l'implication. Alors, à propos de cette question éthique, morale, je salue, je l'ai mentionné tout à l'heure, SOS Méditerranée qui est là. Vous savez qu'avec DigiSnake et Omar Sy, ils font actuellement un film, ils ont fait le teaser sur l'immigration. Et il y a un autre visuel, c'est les morts. 74 520 morts et disparus sur les routes migratoires du monde de 2014 à mai 2025. Et ce qui est en bleu, c'est la Méditerranée. Oui, depuis. Donc c'est un relevé qui est fait par un programme officiel de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui mène des enquêtes systématiques. Alors, ils disent bien que ces chiffres, c'est des chiffres minimaux. Il y a des gens qu'on ne retrouvera jamais. Mais ils essaient au moins de singulariser des personnes, même si dans les 2/3 des cas, les corps sont anonymes. Mais ils les singularisent, c'est-à-dire qu'ils font des enquêtes auprès des survivants, auprès des familles, auprès des élus locaux, auprès des ONG, etc. Et ils rassemblent toute cette information et on arrive à 32 000 morts en Méditerranée depuis 2014, depuis le début de cette enquête. Il y en a 17 000 sur les côtes atlantiques de l'Afrique. Il y en a au moins 12 000 aux États-Unis, dans les Caraïbes, etc., ou à la frontière du Panama. Donc oui, ce sont des chiffres absolument considérables et il faut régulièrement les rappeler. On n'a pas besoin d'être pape pour rappeler ces chiffres-là. Et là, je trouve que l'OIM fait un très beau travail de mémorisation et de voilà. Alors plusieurs chercheurs dans l'institut que je dirige ont beaucoup travaillé aussi sur la façon dont les populations locales, les mairies, etc. essaient de traiter dignement les corps des disparus, ce qui est un gros problème effectivement. Après, il y a toute la polémique sur à qui la faute. La droite dit mais c'est la faute aux passeurs. Et c'est absurde parce que les passeurs, évidemment, parmi les passeurs, il y a des criminels absolument éhontés, c'est évident, il ne faudra surtout pas le nier. Mais quand vous raréfiez quelque chose comme un passage, ben oui, ça crée un marché du passage. Et ce marché, on l'appelle trafic parce qu'il n'est pas officiel. Un trafic, c'est un marché non officiel. Bon. Mais c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Les passeurs sont la conséquence de la raréfaction artificielle des passages. La politique des visas exclut quasi totalement l'Afrique, une vaste majorité de l'Asie, une bonne partie de l'Amérique latine, en n'autorisant même pas les séjours de 3 mois à visa touristique. Donc la politique des visas divise le monde en 3 parties, c'est pas seulement la France, c'est l'Europe, d'une façon telle qu'il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, avec cette raréfaction, il naisse tout un marché du passage. Et puis l'idée que les ONG favorisent, mettent les mains des demandeurs de refuge dans les mains des passeurs, toute une idée totalement absurde qui inverse la causalité. Et alors inversement, bon, je ne pense pas qu'on puisse en tirer tout simplement en disant que la politique de l'Union européenne est criminelle. Parce que tout ça, ce sont les conséquences qui s'enchaînent avec des responsables secondaires, etc. C'est un peu compliqué. Moi, je ne suis pas très en faveur de toutes ces idées consistant à dire qu'il y a des causalités. Vous savez, l'atmosphère, le djihadisme d'atmosphère, la complicité intellectuelle, tout. Les machins d'atmosphère, c'est un concept fumeux, franchement. Et je trouve que, et d'ailleurs, ça n'existe pas en droit. En droit, ce qu'il faut regarder, c'est quelles sont les véritables complicités. C'est-à-dire complicité intellectuelle, mais précise, c'est-à-dire avoir ordonné une malversation, un crime, et puis les gens qui sont passés à l'acte et qui ont mis ça en œuvre. En dehors de tout ça, toutes les causalités extérieures, diffuses, d'atmosphère, indirectes, tout ça, semblent, pour moi, introduire une grande confusion dans les débats. Et dans cette organisation de l'indifférence qu'on mentionne, ce qu'il y a de terrible, parce que quand on lit tous vos travaux, c'est que c'est une façon de nous couper du mouvement du monde. Ce que vous n'arrêtez pas d'asséner, c'est que les migrations sont un phénomène naturel,
qui n'a cessé d'exister dans l'histoire. Nous sommes tous des homo migrants et qui va continuer. Alors, je ne dirais pas qu'il est naturel, parce qu'on me reproche parfois de rendre naturelle la migration. Je dirais que c'est un mouvement social profond, inévitable. Alors disons historique, c'est un mouvement historique permanent. C'est un mouvement historique et vraiment de fond, c'est une lame de fond. Et l'idée qu'on puisse inverser la courbe, qu'on puisse s'en passer, à moins de faire de grands gestes terroristes, de terreur, une politique de terreur à la Trump, je pense que c'est dans nos sociétés démocratiques, ça n'est pas possible. Et là, je le fais d'ailleurs dans les livres que vous avez cités, il n'y a pas seulement le fact-checking statistique, il y a un fact-checking juridique. Il y a un certain nombre, toute la façon dont on accuse le gouvernement des juges, la Convention européenne des droits de l'homme, tout ça, et le repose largement sur des erreurs d'interprétation. La Convention européenne des droits de l'homme, pour prendre juste cet exemple, n'oblige pas les États à pratiquer systématiquement le regroupement familial. On a plein d'exemples contraires dans la jurisprudence. Bon, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce qui me frappe, et je pense que l'un des tout premiers à avoir osé faire ça, c'est Fillon, beaucoup plus que Sarkozy. Sarkozy avait toujours respecté un peu les grands principes. Le père spirituel de Retailleau. Voilà. Et François Fillon est un des premiers à dire, mais il faut, pour qu'on puisse mener une vraie politique migratoire, se débarrasser du gouvernement des juges, réduire l'activité des JLD, des juges de la liberté et des détentions, on s'y est déjà beaucoup employé. Il faut se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant, et pourquoi pas la Convention de Genève, par exemple. Donc, et là, je crois que c'est très périlleux. Je pense que toutes les menaces qu'on ajoute sur le frérisme, etc., ne sont rien, je pèse mes mots, à côté du péril qu'on fait courir à la démocratie en voulant supprimer, abolir les garde-fous de la démocratie. Je pense que tous ces garde-fous de la démocratie qui sont incarnés dans des instances, ça peut être le Conseil constitutionnel, même si on a des critiques à lui faire, le Conseil d'État, la Cour de cassation, mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de Bruxelles, etc. Tout ça, ce sont des garde-fous de la démocratie, et je pense que les garde-fous de la démocratie font partie intégrante de la démocratie. La démocratie, c'est certes la voix du peuple, bien entendu, mais nous sommes aussi dans des démocraties délibératives qui doivent s'informer le plus possible sur les choses dont on parle et en même temps maintenir les garde-fous de la démocratie qui sont ce qu'on a appris, la leçon qu'on a tirée de la Seconde Guerre mondiale. Et la désinvolture avec laquelle certains voudraient se débarrasser de tout ça uniquement pour pouvoir régler la question migratoire me paraît extrêmement dangereuse. Pour moi, c'est un des plus grands dangers qu'on peut voir à l'horizon. Cela fait une excellente transition avec le débat qui suit, puisque ce que vous venez de dire, c'est qu'au fond, derrière tout ça, c'est le péril, c'est la remise en cause du sursaut inaccompli, inachevé, imparfait de l'après-Deuxième Guerre mondiale, des droits fondamentaux, des droits au-dessus des États, des nations, des droits, par exemple, un des droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que vous rappeliez dans votre leçon inaugurale au Collège de France. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. On n'est pas assigné à résidence. On a le droit de bouger, on a le droit de rêver, on a le droit d'imaginer d'autres futurs. Ce n'est pas la misère du monde, c'est aussi sa richesse, c'est aussi sa jeunesse, c'est aussi son invention. Et c'est tout cela qui est en jeu. Merci François Héran, infiniment, et lisez-le, lisez-le.